17 février 1886, le Constitutionnel publie la 4e partie de l'interview de Napoléon, exilé sur l'île d'Elbe. J'observais que l'idée que plusieurs de nos hommes d'État, et en particulier Lord Granville, s'étaient faite de ces vues d'agrandissement, les avait détournés de la paix. « Vous aviez tort », répliqua-t-il vivement. « Je ne voulais que vous rendre juste. Je respecte le caractère anglais. Je voulais seulement la liberté du commerce et des mers. Les circonstances, en me suscitant des guerres, m'ont fourni le moyen d'agrandir mon empire, et j'en ai profité. Mais il me fallait plusieurs années de repos pour tout ce que je voulais faire en France. Dites à Lord Granville qu'il vienne me voir à l'île d'Elbe. Je parie que vous pensiez en Angleterre que j'étais le diable. Mais maintenant que vous m'avez vu ainsi que la France, vous devez être un peu désabusé. » Je lui fis alors des observations sur la résolution qu'il avait prise de retenir en France les voyageurs anglais. Il la justifia en disant que c'était pour nous punir de ce que nous avions pris des vaisseaux français avant la déclaration de guerre. J'observai que cela était sanctionné par un long usage. « Oui, répondit-il, vous trouviez cela bon, parce que vous y gagniez. Mais les autres nations, qui y perdaient, le trouvaient fort mauvais. Je suis sûr qu'au fond du cœur, vous m'approuviez en Angleterre, parce que je montrais du caractère. Eh mais, voyez-vous, c'est que je suis un peu corsaire comme vous autres. » Je lui dis que j'avais été fort surpris de l'amélioration de la culture en France. Il attribuait cette amélioration en partie à la division des propriétés produites par les lois de l'Assemblée constituante, et en partie aux encouragements qu'il avait donnés à l'agriculture, qui avait toujours été le premier objet de ses sollicitudes. Il ne s'occupait qu'en seconde ligne des fabriques, et seulement en troisième du commerce. En Angleterre, ajoutait-il, cela doit être autrement. Cependant, j'aurais mauvaise idée de son avenir si on sacrifiait entièrement les intérêts de son agriculture à ceux du commerce. Il m'entretint de nouveaux projets qu'il avait conçus de rétablir une aristocratie en rendant ou en donnant des titres à ceux dont les pères auraient rempli de hauts emplois civils ou militaires, en leur achetant des terres suivant leurs différents degrés de noblesse avec les fonds du domaine extraordinaire, et en les mariant avec les filles de ses maréchaux et de ses généraux. Il me demanda si j'avais vu son temple de la gloire à Paris. En le faisant construire, il avait un tout autre but que celui qu'il avait annoncé. Car, avec quelques légers changements dans l'intérieur, il l'aurait converti au bout de 18 ou 20 ans en une église pour l'expiation des massacres de la Révolution. Mais je me gardais bien de faire connaître ce dessein, car, étant nouveau moi-même, il me fallait beaucoup de ménagement. Et vous êtes, je crois, la 4e personne à qui j'en ai parlé. J'attendais pour l'accomplir que le temps disposât de ce qui restait en France de ceux qui avaient figuré dans ces scènes. Il me parla de la restauration de l'Église de France comme ayant entièrement été son ouvrage. Il observa à cette occasion qu'un établissement religieux était une chose nécessaire dans chaque État pour empêcher les vaines spéculations et les idées dangereuses pour le maintien du bon ordre. Nous ne savons d'où nous venons, où nous allons. La généralité des hommes a besoin de quelques points fixes de croyance qui calment leurs esprits et les empêchent de se retourner sur eux-mêmes. Quant à moi, pourvu qu'un homme soit un bon sujet, je m'embarrasse peu de sa manière de prier Dieu. Je suis catholique parce que mon père l'était, et que c'est la religion de la France. Comme je dis qu'il me paraissait exister en France une grande indifférence en matière de religion, « Eh mon Dieu, non !» répliqua l'empereur. « Le Français aime bien sa messe, son curé, pourvu cependant qu'il n'ait pas à le payer. Je recevais très souvent des pétitions des villages qui me demandaient un curé. Je répondais ordinairement que j'y consentais, à condition qu'il le paierait. Et presque toujours, il s'y refusait. Cependant, je me faisais ensuite donner des renseignements, et si la demande me paraissait raisonnable, je finissais par leur donner un curé. Car j'aimais à encourager la dévotion parmi le peuple. Mais je ne la voulais pas dans mes armées. Je n'aime pas les soldats dévots.
Du reste, je ne donnais aucune influence aux prêtres dans les affaires civiles. D'après mes lois, les actes de mariage devaient tous être enregistrés dans les municipalités. Et ces actes, sans le concours du prêtre, ni aucune cérémonie religieuse, rendaient les unions légitimes. Je laissais à la conscience des parties le soin d'examiner si elles avaient besoin, pour leur mariage, d'une sanction religieuse. Il me demanda si nous continuions à payer des dîmes en Angleterre, et sur ma réponse affirmative, il s'étonna qu'Henri VIII, qui avait tant fait pour la réforme de notre Église, ne nous eût pas affranchis de ce tribut. N'importe, vous ne lui en avez pas moins des obligations infinies pour ce qu'il a fait. Il discuta la conduite que la France devait tenir à l'égard de Saint-Domingue et blâma les mesures que le nouveau gouvernement avait prises comme ne pouvant amener aucun résultat satisfaisant. Il me dit ensuite « Je ne me serais pas opposé à l'abolition de la traite des Noirs, mais je n'aurais pas voulu y être contraint par un traité. Au reste, dans mon opinion, le seul moyen de civiliser et de tranquilliser à la fois les colonies où il y a des nègres, c'est de favoriser les unions entre les deux couleurs, et pour cela d'autoriser chaque homme à avoir 2 femmes, pourvu que l'une soit noire et l'autre blanche. Les enfants, élevés sous le même toit et sur un pied d'égalité, apprendraient dès le premier âge à se considérer comme égaux, et dans leur lien de parenté, à oublier la distinction des couleurs. Je crois que l'origine de la polygamie dans l'Orient dérive du même principe, c'est-à-dire de la nécessité de faire sympathiser des nations de couleurs et d'habitudes différentes qui, après avoir été longtemps séparées par des déserts ou de grands fleuves, se trouvaient tout à coup en contact et soumises au même gouvernement. Mahomet avait fait sagement, en sanctionnant la polygamie par l'autorité du Coran. Les Juifs, qui désiraient par-dessus tout s'isoler des autres nations, s'étaient conduits d'après les principes différents. Et c'est d'eux que nous vient notre législation sur le mariage. Mais pourquoi soumettre à ces lois des populations auxquelles elles ne peuvent faire que du mal? Je ne vous dis pas que j'aurais essayé de mettre ce projet à exécution, c'eût été une trop grande innovation pour un souverain nouveau comme moi. Mais je n'en suis pas moins convaincu que cela serait extrêmement utile aux colonies. Il ajouta encore à l'appui de cette opinion quelques autres arguments fort spécieux, mais que j'ai oubliés. Il me parla de nos affaires en Amérique. « Comment donc font-ils pour vous battre en mer ?» Je répliquai que leurs frégates étaient d'une plus grande dimension et qu'elles avaient des équipages plus considérables. « Mais, reprit-il en souriant, il n'en est pas moins vrai que les Américains vous battent. Au reste, cette guerre est impolitique. Vous auriez beaucoup plus d'avantages à commercer avec eux qu'à brûler leur ville. D'ailleurs, les embarras que vous donnent ces hostilités ont aussi l'inconvénient d'affaiblir votre influence au Congrès de Vienne. » Il me demanda, avec un intérêt affectueux, des nouvelles de son bon ami Usher. C'est le nom du capitaine anglais qui conduisit Napoléon à l'île d'Elbe. Ce furent ses termes. Il me parla ensuite avec une admiration sentie de la discipline qui régnait à bord de nos bâtiments et de l'art avec lequel ils étaient manœuvrés. Si j'étais resté en France, j'aurais eu une marine. Je ne dis pas qu'elle aurait valu la vôtre, mais enfin, j'en aurais eu. Sur ce que j'exprimais mon étonnement de la constance et de l'admirable sang-froid avec lesquels il supportait son changement de fortune, il me dit « C'est que tout le monde en a été plus étonné que moi. Je n'ai pas une trop bonne opinion des hommes, et je me suis toujours défié de la fortune. D'ailleurs, j'ai peu joui. Mes frères ont été beaucoup plus rois que moi. Ils ont goûté les douceurs de la royauté, et je n'en ai eu que les fatigues et les sollicitudes. » Il me parla de son frère Lucien, et me demanda si je savais quel succès avait eu son poème épique. C'est un homme d'esprit, mais je doute qu'il entende assez les finesses de la langue française pour bien écrire en vers. De tous mes frères, c'est incontestablement celui qui a le plus de talent. Mais il m'a fait bien du mal. Son mariage a été pour moi une chose terrible. Épouser une bourgeoise, une jolie femme de Paris, et cela,
dans le moment où je voulais fonder une dynastie. Je fis tout ce que je pus pour l'en empêcher. Malheureusement, il a toujours eu un faible pour les femmes. En parlant des événements de la dernière campagne, il me raconta que lorsque les Alliés passèrent le Rhin, il avait pressé le Sénat de rendre un senatus consulte portant que la paix ne serait pas faite tant que l'ennemi serait sur le territoire de France. Cela aurait donné de la confiance au peuple qui commençait à se soulever contre les Alliés. C'était le moment de montrer du caractère. Les Romains furent souvent vainqueurs. Jamais ils ne furent si grands que dans leur revers, après la bataille de Cannes. Un parlement anglais aurait fait ce que je voulais. Le Sénat n'en eut pas le courage. Ils commencèrent à me chicaner sur des misères. Ils se disaient, l'empereur n'est pas comme les autres hommes. Il ne se plaît qu'à la guerre. Il hait le repos, les plaisirs, les femmes. Rien n'était moins vrai. J'aimais les plaisirs comme tout autre, lorsque j'avais le temps de les goûter. J'ai eu 2 femmes. Vous savez l'histoire de mon divorce? Il m'a coûté beaucoup. J'avais la plus vive amitié pour Joséphine. En me séparant d'elle, j'ai fait le plus grand sacrifice que je pusse faire au bonheur de la France. J'ai depuis épousé une jeune princesse, dont l'âge était peut-être disproportionné avec le mien. Cependant, personne ne doute qu'elle ne me soit fort attachée. J'ai eu aussi des maîtresses qui m'ont beaucoup aimé. Mais je n'ai pas eu de maîtresse en titre. Et jamais je ne me suis laissé gouverner par une femme. Quelques anciens républicains, parmi lesquels il me nomma Cambacérès, lui avaient fait des représentations sur ce mariage. Ils craignaient que la nièce de Marie-Antoinette n'eût des ressentiments contre ceux qui avaient conduit cette malheureuse reine à l'échafaud. L'empereur leur répondit « Rassurez-vous, mes amis, je l'épouserai, mais je vous assure bien qu'elle ne me gouvernera pas. » Marie-Louise, qui est remplie de bon sens, entra parfaitement dans ses vues sur ce point en leur faisant à tous l'accueil le plus gracieux. Il me fit plusieurs questions sur le temps que je me proposais de rester en Italie, sur les endroits que je devais visiter. Et comme je mentionnais Naples, il me dit « Vous verrez donc le roi de Naples. C'est un bon militaire. C'est un des hommes les plus brillants que j'ai jamais vus sur un champ de bataille. Pas d'un talent supérieur, sans beaucoup de courage moral, assez timide même pour le plan des opérations, mais dès le moment où il voit l'ennemi, tout cela disparaît et fait place à une valeur éblouissante. C'est d'ailleurs un bel homme, grand, bien mis, avec beaucoup de soin, quoique d'une manière un peu fantasque. Enfin, un superbe Lazzarone. Il fallait le voir dans les combats, à la tête de la cavalerie. Il la menait même trop bien, car il faisait tuer trop de monde. Mais il était toujours en avant. C'était un spectacle magnifique. En me parlant du roi de Naples, l'empereur avait un ton plus animé que sur tout autre sujet et paraissait se complaire dans ses souvenirs. Il ajouta « Vous verrez aussi la reine. C'est une belle personne et très fine. » Après quoi, il me demanda si je comptais passer encore quelques jours à l'île d'Elbe. Il m'offrit avec beaucoup de bonne grâce un cheval de ses écuries pour faire le tour de l'île, et à 11 heures, il me congédia par une inclination de tête. Rétro News, le site de presse de la BNF.